Bonjour Monique Pelletier. Bonjour. Le combat d'une vie, les souvenirs irrespectueux d'une femme libre, ce sont les souvenirs que vous publiez. Vous avez été l'une des premières militantes de la cause des femmes. Vous avez été ministre de la condition féminine pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Vous êtes grand croix de la Légion d'honneur aujourd'hui. C'est le combat de toute une vie que vous racontez dans ce livre. On va en parler dans quelques instants. D'abord, il y a le combat des femmes encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous le dites dans ce livre, ce combat n'est jamais fini pour la liberté, pour l'égalité des femmes. Et nous sommes encore loin d'une réelle égalité. Et je suis totalement d'accord avec Balance ton porc. Oui. Je trouve que cette prise de parole dans le monde, pas seulement en France, c'est quelque chose de nouveau et de tout à fait intéressant et prometteur pour que soient enfin considérées les violences faites aux femmes comme elles devraient l'être. Comment vous réagissez à cette tribune de Catherine Deneuve? Elle dit on va trop loin, c'est la délation. Je suis pas pour ces sortes de luttes intestines entre femmes, etc. Moi, je pense que les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre. Et je pense que beaucoup d'hommes sont intéressés par ce qui se passe pour essayer d'enrayer les violences faites aux femmes. Oui. Et il y a deux choses, moi, qui m'intéressent et pour lesquelles je suis prête à me battre. C'est ne pas faire une victimisation permanente des femmes. Parce que quand elles demandent, par exemple, que soit allongée la prescription du viol, moi je dis non. Je dis plutôt ce sera réglé, jugé, condamné, plutôt elles oublieront, mieux ce sera. On ne peut pas être une victime, entre guillemets. Bon, oui, Madame Pelletier, je vais le dire, vous êtes la ministre qui a fait reconnaître le viol comme un crime. Tout à fait. Et je pense que c'était nécessaire, encore que 10% de femmes violées seulement se plaignent aujourd'hui et beaucoup de procès sont correctionnalisés, c'est-à-dire ne passent pas aux assises. Moi, je demande deux choses très simples. Un, que l'on allège les procès-verbaux, les procédures de plainte, vous allez au commissariat, vous y retournez, vous allez au tribunal, vous y retournez. C'est éprouvant. Ça enlise les femmes dans ce qu'elles dénoncent et je pense qu'il faudrait que ce soit jugé vite, sévèrement et qu'après, elles repartent pour une autre vie. Oui. Bon, ça, c'est la première chose et je dirais que c'est la plus importante et ça met en cause le fonctionnement de la justice, des procédures, des accueils qui sont pas tout à fait ce qu'il faudrait. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que les femmes aiment les hommes. Moi, j'aime les hommes et je les ai aimés et je pense qu'il ne faut pas que ce soit une guerre femmes-hommes. Il y a un risque de guerre des sexes. Mais oui, enfin, c'est ridicule. Les femmes dénoncent, et elles ont raison, les hommes qui sont violeurs, entre guillemets. Bon, ça leur fait du mal, c'est quelque chose de pénible à vivre et je comprends que se soit levé une grande prise de parole pour dénoncer ces faits. Oui, oui. Mais pour autant, hommes et femmes sont faits pour s'entendre et s'aimer. Oui, vous racontez dans ce livre, Monique Pelletier, une expérience extrêmement douloureuse que vous avez vécue dans votre chair, j'allais presque dire vous-même. Vous êtes engagé en politique, un jour vous allez voir le président de séance du Sénat pour lui présenter un texte sur la prolongation de la possibilité de l'interruption volontaire de grossesse, et il vous plaque contre le mur et il vous embrasse de force. Oui, oui. C'était effectivement ce qu'on peut appeler une violence, d'autant plus que j'avais les marques de ces lunettes qui m'avaient fait mal. Oui. Bon. Il vous coince, littéralement, oui, c'est physique. Oui, hein. Oui. Et il me dit il y avait si longtemps que j'en avais envie. C'est trop gentil. Oui. Alors vous êtes évidemment scandalisé, vous lui dites? Non, mais bien sûr. Mais je ne dis rien parce que c'était un texte important. Pour moi, c'était vraiment un débat que j'assumais seul. Oui. Et je ne voulais surtout pas que, si j'avais aussitôt pleuré en public, on ait interrompu, etc. Vous dites, je vais me laver la bouche tout de suite après. Voilà. D'une certaine manière, j'effaçais. Oui. Mais ces violences-là, elles n'étaient pas condamnées à l'époque. Non, elles n'étaient pas condamnées. D'ailleurs, on ne portait pas plainte.
Moi, ce qui me soucie beaucoup, ce sont les jeunes femmes employées dans des sociétés auxquelles des petits chefs font des menaces. Si tu n'acceptes pas de coucher avec moi, je te fais virer. Et ça, vous voyez, je trouve que les organisations syndicales devraient être beaucoup plus vigilantes parce que c'est très fréquent et c'est horriblement pénible. Vous voyez, une femme députée ou une femme ministre, bon, elle ne peut pas être délogée. Bon, elle peut souffrir, être atteinte par ce qui s'est passé, mais elle ne risque pas son emploi et son avenir. Moi, je m'occupe de jeunes femmes, caissières, employées, même assistantes parlementaires, qui sont des salariés, qui ont besoin de leur salaire, qui sont souvent mères célibataires et qui se trouvent face à des petits chefs qui sont les rois de l'endroit où elles travaillent. Et je pense que ça devrait être violemment condamné. Oui, vous racontez dans ce livre, Monique Pelletier, je le disais donc, vous allez être ministre de la Condition féminine sous Valéry Giscard d'Estaing, une des pionnières de la lutte des femmes, aux côtés de Françoise Giroud, qui vous a précédé. Lorsqu'on vous nomme, lorsqu'on vous donne ce ministère, vous devenez ministre, après avoir été secrétaire d'État à la Justice, vous devenez ministre pour la Condition des femmes, vous n'avez même pas de bureau. On ne vous donne même pas de bureau. Oui, mais ça, c'est secondaire. C'est secondaire. On peut être ministre sans avoir un beau bureau. Je l'ai eu quelque temps après. Ce sont les petites difficultés matérielles, mais oui. c'est pas important. Oui, mais finalement, on vous renvoie toujours à votre condition de femme. Vous sentez bien, y compris lorsque vous parlez avec le président Giscard d'Estaing, bien que vous n'avez pas à vous mêler de politique générale. Tout à fait. Et que les collègues, en général, se fichaient comme de l'an 40 des progrès pour les femmes. C'était Giscard qui les obligeait à m'écouter, à donner des décorations à des femmes de leur personnel, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on était assez seuls, oui. Oui, vous étiez quoi, deux ministres femmes sur combien de ministres? Sur une trentaine, 38. Oui, c'était un combat permanent. Oui, mais c'était un combat quasi perdu d'avance avec les collègues, mais pas avec Giscard, qui véritablement avait une très, très exacte vision des attentes des femmes. Et ça, c'était assez curieux, à cause de son éducation, à cause de son milieu social. Il était tout à fait informé et vigilant sur les attentes des femmes. Mais lorsque vous êtes chargé de la prolongation de la loi Veil sur l'avortement, puisque c'était au départ voté de titre provisoire, 5 ans. Vous recevez des insultes encore, enfin, je veux dire, des hommes politiques, ça continue. Salope, la nuit, on vous téléphone la nuit. Oui, tu iras en enfer, oui. Vous ne décidez jamais d'abdiquer. Ah non, ça non, vraiment. Non. Mais je n'ai pas un naturel très peureux. Et je pense que quand on accepte une mission et que cette mission vous passionne parce qu'elle correspond à ce que vous ressentez et à ce que vous voulez faire progresser, vous passez sur un certain nombre de petites difficultés. Oui, c'est très dur malgré tout. Vous dites aujourd'hui, quand vous vous adressez à vos petites filles, vous avez une grande famille, Madame Pelletier, on peut le dire, vous avez 91 ans. Oui. Vous avez vos petites filles qui n'ont pas conscience finalement de tout ça, de la chance qu'elles ont peut-être et du combat qui reste à mener. Non, mais il y en a une qui m'a envoyé un mail merveilleux en me disant que je lui avais appris que sa liberté d'aujourd'hui n'avait pas toujours été celle-là. Et donc, c'est vrai qu'elles imaginent que ça va toujours durer. Et moi, je pense qu'il faut être très vigilant parce que je ne suis pas convaincu qu'on va aller très vite vers une égalité réelle, des droits égaux, des salaires, des rémunérations égales. C'est un grand combat à mener. Et puis les femmes battues, et je m'occupe de femmes battues en ce moment, c'est affreux. Une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Mais c'est barbare. On va parler de votre vie. Monique Pelletier, je disais, ce livre, c'est Pionnière politique, souvenir irrespectueux d'une femme libre. Vous grandissez dans un milieu très grand bourgeois, on va dire, très conservateur du côté de votre maman, plus littéraire du côté de votre papa. Et vous êtes déjà un peu une rebelle dans votre enfance. C'est-à-dire que j'avais très vite eu envie de devenir indépendante.
J'étais l'aîné d'une fratrie de 5 dans cette famille. Et ma mère ne travaillait pas, bien évidemment. Sa mère ne l'avait jamais, bien sûr, fait. Mon père, par contre, souhaitait que je réussisse mes études et m'a soutenu toujours pour que je puisse aller dans le lycée au lieu du petit cours voisin. Je lui dois beaucoup sur ce plan. Même si après on a eu des divergences très fortes. Oui, il y a la guerre, vous allez rencontrer votre mari, vous êtes éperdument amoureux, c'est un homme presque féministe avant l'heure. Hein, précurseur. Précurseur. Et puis un jour, c'est en faisant de la mobilette, vous circulez en mobilette, vous êtes une jeune femme moderne, finalement vous tombez votre sac de la mobilette, et là il y a le destin qui frappe à votre porte. Ah, incroyable. C'est la voiture de Michel Poniatowski qui était derrière moi, ce que je n'avais pas vu. Il était ministre de l'Intérieur. Il était ministre de l'Intérieur, il fait ramasser le sac, il regarde mon identité, et il voit d'une part que j'étais dans le même parti que lui, celui de Giscard, et d'autre part que j'avais des notes que j'avais préparées sur une intervention que je devais faire sur les problèmes des jeunes. Donc il dit à Giscard, tu devrais la voir, bon, etc., etc. Et voilà comment et tout commence comme ça. Donc Giscard vous rencontre, vous recevez quelques temps après un coup de fil de l'Élysée. Oui. Giscard vous dit, je vais annoncer ce soir dans une émission de télévision que je vais vous charger d'une émission sur la drogue. Oui. Oui. Et là, c'est déjà le combat de votre vie qui commence. Oui, finalement. Et ça a été une année très intéressante. J'ai reçu 100 personnes, médecins, gardiens de prison, éducateurs, toxicomanes, etc. On a été en Hollande, on a été partout. Et je pense que j'ai ouvert des fenêtres sur un problème qui, pour les jeunes et dans les familles, était totalement tabou. Oui. Jamais un proviseur de lycée ne disait qu'il y avait de la drogue dans son lycée. Jamais des parents n'osaient dire qu'ils avaient un jeune fils qui se droguait. Et ouvrir les fenêtres, ça veut dire bon, ben, c'est une dérive de certains jeunes comme il y en a d'autres. Oui, vous allez devenir secrétaire d'État à la Justice auprès d'Alain Peyrefitte, qui était ministre de la Justice. Vous en faites un portrait particulier d'ailleurs d'Alain Peyrefitte. Hein. Je vous cite, vous dites son profil à la fois hautain et désabusé, la force du nez busqué, les sourcils épais contrastant avec un tombé sur les yeux mi-clos. C'est-à-dire que c'est un personnage qu'on peut dire à la fois extrêmement cultivé, mais aussi assez hautain, et puis finalement assez peureux. Peureux, je ne sais pas, peut-être, mais surtout totalement inadapté aux fonctions qu'il souhaitait et qu'il obtenait. Et je pense qu'il n'était pas à sa place dans un ministère où il faut prendre des décisions rapides et où tout de même les enjeux sont assez matériels. Ce ne sont pas des enjeux intéressant. Oui, vous racontez les conseillers des ministres soporifiques autour de Valéry Giscard d'Estaing. Hein, vous racontez la déférence envers le président de la République extrême, oui. Qui est due aussi à sa personne. Oui, je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'il n'a pas été reconduit. Je pense que c'est son comportement. Bon, je pense qu'il y a le problème entre RPR qui était vraiment anti-Giscard et Pasqua a pris la tête d'une grande action destinée à le faire battre. Oui, mais vous dites de Giscard qu'il était susceptible, rancunier, indifférent à autrui quand il ne faisait pas partie de son monde. Oui, mais je suis peut-être pas assez indulgente. Je lui dois beaucoup. Oui, même si, et vous allez, on peut le dire déjà, mener campagne pour lui, pour sa réélection qui va être un échec, et il va vous en presque tenir responsable puisqu'il ne va plus vous parler ensuite alors que vous êtes battu pour lui. Oui, ça pour moi c'est très mystérieux, mais je crois que le fait que j'étais assez proche de Raymond Barre, qui s'est présenté à la présidentielle en 88, l'aurait empêché, entre guillemets, lui-même de se présenter. Oui. Vous je ne pense pas que mon poids était tel que... Vous croisez à l'époque le parcours d'une grande dame, c'est Simone Veil. Oui. Vous en faites un portrait extrêmement élogieux, extraordinaire combattante. Vous dites aussi qu'elle avait mauvais caractère. Mais tout le monde le savait. Oui. Et c'est pas déshonorant. Oui. Qu'elle n'acceptait pas finalement qu'on ait des idées différentes des siennes. Oui, mais elle avait intégré qu'elle était un chef et qu'elle était un chef incontesté. Oui. Et puis, il y a Robert Boulin, qui était ministre sous Valéry Giscard d'Estaing, qui va être retrouvé mort un jour. Et vous racontez comment on présente cela comme un suicide et comment au Conseil des ministres le matin, Valéry Giscard d'Estaing a une chaise vide à côté de lui, c'est celle de Robert Boulin.
Je pense que cette thèse du suicide a été un montage téléguidé par, je pense, ceux qui avaient couvert ce crime. Et je pense que toutes les preuves sont réunies pour démontrer que ça n'était pas un suicide, mais que c'était un crime. Oui. Un crime d'État. Oui. Qui pouvait arranger qui, en fait? Qui pouvait mettre fin à une menace qui était celle de dire la réalité des financements occultes et énormes du RPR, du parti gaulliste, et le fait que Giscard disait à l'époque qu'il le nommerait sans doute Premier ministre, ce qui lui aurait donné plein pouvoir. Donc c'était un homme qui était dangereux pour le parti gaulliste, alors qu'il en avait été l'un des créateurs. Et alors, le matin de ce fameux Conseil des ministres, Valéry Giscard d'Estaing fait semblant, vous le dites, de découvrir que Robert Boulin est mort dans la nuit, alors que vous dites qu'il le savait déjà. Je ne peux pas croire que le président de la République ne savait pas, à 11h du matin, que son ministre avait été découvert mort la veille, sachant que lorsqu'un ministre meurt dans des conditions anormales, aussitôt sont prévenus Matignon, l'Élysée, son ministère, etc. Oui. Et tout ça est présenté avec une très grande froideur, vous dites aussi. Absolument. Très grande froideur. Et on vous dit même de ne pas aller assister aux obsèques. Oui, alors là, je me suis fait un reproche très, très, très fort. C'est que j'étais assez lié à lui parce qu'il était ministre du Travail et moi, j'avais des problèmes de travail pour les femmes. Donc, on se voyait beaucoup et en plus, je l'avais beaucoup apprécié. J'avais beaucoup de sympathie. Et pour lui, je crois qu'il me la rendait. Je fais appeler Matignon pour savoir quand est l'enterrement. Et ma chef de cabinet revient et me dit la présence des ministres n'est pas souhaitée. Oui. Et moi, comme une élève disciplinée mais sotte, j'y vais pas. Vous avez raconté aussi Achille Péretti, qui était maire de Neuilly. Vous avez été à un moment au conseil municipal avec lui, va proposer une grosse somme d'argent à la veuve de Robert Boulin. Oui, il va lui dire vous pouvez demander ce que vous voulez, nous sommes prêts à vous aider. Et d'ailleurs, j'ai ce qu'il faut. 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Alors, elle avait mis une antenne, mais qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Oui. Et en partant, il a dit, bon, vous voulez faire sauter la République. Ça veut dire que tout le monde savait que c'était un assassinat. Vous dites, Chaban-Delmas le savait. Oui, et d'autres. Et même peut-être Giscard d'Estaing le savait. Je le pense, mais je n'en suis pas sûr. Oui. Et derrière ça, il y a quoi? Vous parlez du SAC, de réseau de la France-Afrique, de financement. Absolument. De révélation. Et de rétrocommission sur des contrats dont Boulin avait eu connaissance quand il était ministre des Finances, bien évidemment. Donc il avait 7-8 dossiers qui ont été emportés par des visiteurs inconnus le soir de l'attente par la famille Boulin et quelques amis très proches du retour espéré, mais qui n'a pas eu lieu, de Robert Boulin qui avait dit « je serai là à 8h ce soir ». Et donc ces invités mystérieux qui se sont rendus dans le bureau de Boulin et qui ont emporté les dossiers sont inconnus. Oui, il y a des noms qui reviennent parfois. Oui. On parle de Charles Pasqua, de Jacques Faucard. Oui, on pense que ce sont eux qui sont les organisateurs, mais ils n'étaient pas là. Ceux qui sont venus dans l'appartement de Robert Boulin le soir se sont déclarés des amis de Robert Boulin. Comme tout le monde était un peu affolé, tout le monde circulait. Fabienne Boulin me dit, on ne savait pas qui était là, ce qu'il faisait, et on ne connaissait pas tous les amis de mon père. Donc voilà, on ne pouvait pas fermer notre porte. Oui. Les noms sont connus de ceux qui ont fait assassiner Robert Boulin? On sait quelle est la mouvance politique, oui. On pense que ce sont des barbouzes du sac qui étaient chargés de ces tristes actions, mais que c'était la frange maintien de l'ordre du gaullisme, Faucard, Pasqua, qui était à l'origine
de cet acte. Oui, pour servir quoi? Les intérêts de Jacques Chirac? Pour protéger des diffusions d'actions qui auraient mis l'opinion peut-être en émoi. Oui, c'est extraordinaire vos souvenirs, parce que vous revenez évidemment à la lutte pour les femmes, vous revenez à Lucien Neuwirth avec le général de Gaulle, ça remonte à très loin tout ça. Oui. Vous dites les dialogues entre Lucien Neuwirth et le général de Gaulle qui dit, de Gaulle dit à Neuwirth, vous trouvez que les Françaises ne baisent pas assez? Oui. C'est vrai que le général dit ça? Oui. Ah ben Lucien me l'a dit. Quand il propose effectivement des moyens de contraception. Oui, mais Lucien me l'a dit et il a parlé 1 heure et de Gaulle lui a dit vous avez raison, les enfants doivent être désirés et non pas subis. Oui, le combat va continuer. Vous racontez un jour, vous êtes... Mais entre le vote de la loi en 67, il y a eu 5 années avant que les décrets d'application soient publiés. C'est dire la résistance de l'administration et du parti au pouvoir. Oui, vous allez vous battre toute votre vie. Parce que finalement, c'est ça finalement le combat de votre vie. C'est pour la justice, c'est pour les femmes. Le handicap. Pour le handicap. Votre mari va être frappé très jeune, à 56 ans, et deviendra handicapé, alors qu'il avait une carrière tout à fait extraordinaire. Oui. Vous allez être confronté à ça. Et j'ai présidé le Conseil national handicap pendant 10 ans, en essayant de faire ce qu'ont réussi les pays anglo-saxons, c'est-à-dire de considérer que les personnes handicapées avaient leur place avec et au sein de la société et non pas à part. Oui. J'ai moyennement réussi, obtenu quelques petits succès, mais la France est très en retard. Vous allez vous battre pour une justice moins répressive, d'une certaine façon aussi? C'est-à-dire plus efficace. Oui. Vous racontez une anecdote. Vous êtes dans un procès pour des faits horribles de cannibalisme et vous voyez finalement le verdict est prononcé. Vous quittez la salle, vous avez encore une fois, c'est votre fameux sac à main, oubliez ce sac à main à l'intérieur, vous revenez et vous découvrez le juge. Dans quelle situation? Le juge était dans son fauteuil de président de cour d'assises, avec sur ses genoux la grosse greffière qui avait été greffière pendant tout le procès. Et qu'ils étaient en train de... Oui. Et c'est moi qui étais gêné. J'ai dit pardon, excusez-moi, j'ai pris mon sac et j'ai couru. C'est les faiblesses de la condition humaine. Vous êtes aujourd'hui une femme libre. Je disais Grand Croix de la Légion d'honneur, c'est le maximum, on ne peut plus rien vous donner là. Hein. Non, c'est le maximum. Donc vous êtes et le président de la République me l'a remise, et ça, en présence de quasiment l'ensemble de mes enfants et petits-enfants, c'était formidable. Oui, vous dites évidemment, vous êtes d'un milieu très croyant, très catholique, votre mari l'était aussi. Vous avez cru toute votre vie et vous dites maintenant, je ne crois plus. J'ai pas cru toute ma vie, mais Vous ne croyez plus en Dieu? Je ne sais pas. Je pense que la vie vaut la peine d'être vécue, que la vie est une chose magnifique. Y a-t-il quelque chose après? Je n'en suis pas sûr parce que je ne crois pas. Je crois que le Christ a laissé un évangile qui me plaît tout à fait et que j'essaye de suivre, mais je ne suis pas assuré que c'est le Fils de Dieu. Oui. Et en ce sens, je peux dire que j'ai perdu la foi. Ce livre, c'est pour vos enfants et petits-enfants. Absolument. Pour leur dire que c'est un combat. La vie, c'est un combat qui vaut d'être vécu. Oui, mais je pense que ça donne du sens à l'existence aussi, de se mesurer à des problèmes qui existent et dont on ne voit pas la fin. Je pense qu'il faut se battre quand on le peut et quand on en a l'envie et les moyens. Merci beaucoup, Monique Pelletier. Souvenirs respectueux d'une femme libre, ce livre aux éditions PC, qui est votre parcours de vie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.